Le printemps des poètes, l'occasion en est pas manquée depuis des années et j'espère pour toujours. Et pour nous, aussi une occasion à se rappeler et à commémorer Petr Král, qui est décédé le 17 juin de l'année passée. Bien sûr, c'est toujours triste de faire un hommage à quelqu'un qui n'est plus avec nous. En même temps, j'espère que ça nous donnera l'occasion justement de se souvenir aussi bien de Petr Král lui-même, donc les invités vont parler de ses souvenirs tout à fait poétiques, tout à fait personnels, mais également poétiques, donc de se rappeler l'importance de Petr Král en tant que médiateur de deux cultures, en tant que créateur également de notre univers poétique à nous tous. Les mots d'introduction doivent être brefs, donc je m'arrête là. Juste pour dire ou redire, cette soirée est également co-organisée grâce au soutien du Centre littéraire tchèque. Donc, je me réjouis justement de cette coopération qui est depuis des années entre nos institutions. Et j'ai le plaisir de vous dire qu'à côté de Jean-Gaspard Parlény tchèque, lui-même poète et traducteur, on va accueillir notamment, pour commencer, Jan Rubeš, traducteur, historien, fondateur des archives de l'exil littéraire à Bruxelles, lui-même aussi qui a connu bien le destin d'un émigré de la Tchécoslovaquie. On va également laisser la place, ou que je suis honoré, que Pascal Commer, lui-même poète et littéraire, s'est joint à nous. En même temps, Alain Roussel, poète et un ami de Petr Král, malheureusement, il ne peut pas se joindre à nous pour un empêchement, mais il nous a écrit un mot pour cette soirée. Et Christian Doumet, pareil, malheureusement, il ne peut pas se connecter, mais j'espère qu'on aura de nouveau une autre occasion de se rencontrer, peut-être même en présentiel au Centre tchèque, pourquoi pas en juin pour la parution de la revue, du numéro spécial de la revue Secus. Merci encore aux participants de se libérer de ce jour. Je passe avec un grand plaisir la parole à Jean Gaspard qui va nous accompagner pendant toute la soirée. Merci beaucoup, merci Jiří Hnilica, merci au Centre tchèque d'organiser cet hommage. Je vais commencer, nous allons avoir l'occasion d'évoquer Petr Král, l'homme, ainsi que sa poétique. Je vais commencer par poser quelques dates, quelques jalons de sa vie pour fixer un cadre de façon un peu extérieure, mais c'est peut-être bien de commencer par là. Donc, poète, traducteur, essayiste, auteur de nombreuses études sur le cinéma, les beaux-arts, sur diverses questions de société. Petr Král est né à Prague en 1941. Il fit des études à la FAMU, l'École supérieure de cinéma de Prague, avant de travailler au sein de la maison d'édition Orbis, pour laquelle il dirigea une collection dédiée au cinéma. À la même époque, il prit part aux activités du groupe post-surréaliste de Prague, réuni alors autour du poète et théoricien de la littérature Václav Effenberger. Il publia ses premiers poèmes en 1958, participa à plusieurs recueils collectifs du groupe, ainsi qu'à l'organisation des expositions surréalistes Symbole de la monstruosité en 1966 et Principe de plaisir en 1968. La même année, au lendemain de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie, il s'exila à Paris. De là, il fit de nombreux voyages, entre autres en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Québec, en Argentine. À son arrivée en France, il côtoya le groupe surréaliste français. Il participa également aux jeux créatifs du groupe d'expression spontanée. Il gagna sa vie librement en poète, travaillant d'abord comme gardien dans une galerie d'art, puis comme lecteur chez Gallimard, comme traducteur, auteur de critiques de cinéma, entre autres pour l'Express.
Il publia dans de nombreuses revues, parmi lesquelles je citerai l'Archibra, Coupure, Phase, Svědectví, l'Alternative, Poésie, ainsi que le Mâche Laurier, dont il fut membre de la rédaction. Il écrivit des critiques littéraires pour Le Monde et fut également de la rédaction des revues Positif, Cahiers de l'Est, Le Messager européen. Il enseigna à l'École des hautes études en sciences sociales, à la Sorbonne, aux universités de Nanterre, de Lyon et de Brno. Après la chute du régime communiste, il fut brièvement attaché culturel à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris. À partir de 2006, il s'établit à nouveau à Prague. Il fut un auteur prolifique de plus de 60 ouvrages, souvent écrits parallèlement en tchèque et en français. Pour donner une idée, les 3 premiers volumes de son œuvre poétique complète, parus en République tchèque entre 2013 et 2020, comptent près de 1800 pages, sachant qu'un 4e volume reste à paraître. Brillant essayiste, ses critiques et essais ont été en grande partie rassemblés dans les imposants tomes intitulés Haute trahison, inventeur de nouvelles erreurs, et dans quelques autres, comptant eux plus de 2800 pages. Une édition complète de ses études dédiées au cinéma est en préparation en République tchèque, et c'est sans compter ses textes dramatiques coécrits avec Prokop Boskovec et Václav Effenberger. Les plusieurs centaines de pages d'entretien qu'il donna, toujours captivants, et ses très nombreuses et excellentes traductions, parmi lesquelles du français au tchèque, celle de la poésie d'André Breton ou de Tristan Tzara, et du tchèque au français, plusieurs anthologies de la poésie tchèque qui, rassemblées en un volume de poche chez Gallimard, continuent de faire référence, ou encore un choix de poèmes de Jaroslav Seifert en collaboration avec Jan Hrubesch. Parmi les nombreux prix qui lui furent décernés, je mentionnerai le prix Benjamin Fondan, le prix Jean Harpe et le Grand Prix de la francophonie. Cela a déjà été dit, Petr Král est décédé le 17 juin dernier à Prague. Donc voilà pour donner un cadre très formel, général. Nous avons pensé bon commencer cette soirée en donnant la parole à Petr Král, à sa poésie, et nous aimerions vous proposer une courte vidéo prise à la Maison des écrivains étrangers et traducteurs de Saint-Nazaire en 92, avec une lecture d'un poème par Petr Král. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Merci, on va rectifier ça tout de suite. Il me semble, dans la mesure où je m'en souviens, la première partie a dû être écrite en français d'abord, et elle n'a connu une version tchèque qu'après, alors que c'est le contraire pour la deuxième partie qui a, me semble-t-il, d'abord été écrite. Elle a d'abord connu une version tchèque avant d'être transposée en français comme vous allez l'entendre. Dès l'arrivée, la chair allégée se fait chair de joie. Mais rien ne se précipite vers nous. Juste cet éclat bref de miroir à l'horizon, en pleine poussière, alors que l'usine voisine file rapidement au ciel avec sa fumée. Des ventres d'hommes, salopettes ou vestes, s'appuient posément au comptoir, l'entretiennent sans fin de restes grommelants de repas, d'honneurs enfuis. Le plaisir s'est exilé à jamais dans les arbres royaux du parc, souriant vert entre deux blocs de marbre. Tous nos films sont muets, caressent sous l'eau grise de l'arrière-saison.
et tout autour ce jaillissement de jambes, net et sans pitié, hors de jupe, face à la nudité du jour. Un seul espoir, que ce qui te rattache à l'ensemble de ces corps, à leur trop et à leur souci obstiné d'avancer, conduira quand même ton pas incertain d'un trait à travers les accidents des heures comme un doux ruisseau limpide. C'est bien sûr émouvant pour moi d'entendre cette voix. Je relève certains motifs importants, celui de l'exil, de l'homme mis comme en exil dans ce monde, un monde qui, comme un film muet, est sans doute à déchiffrer, à fixer, peut-être à recréer dans son authenticité. J'aimerais maintenant commencer par donner la parole à Jan Rubesch pour peut-être quelques évocations de souvenirs personnels et aussi une proposition d'approche de la poétique de Peter Král. Merci. Oui, bonjour. Voilà, attendez, je vais activer le son. OK. Voilà, j'ai connu Peter Král en 1982. 2 années après mon arrivée en Belgique, départ en exil, arrivée en Belgique, je le connaissais de nom et j'ai pris le contact rapidement avec lui qui était à cette époque-là à Paris. Nous avons fait rapidement partie d'un groupe d'exilés, écrivains tchèques, qui vivaient dans différents pays, mais qui se rencontraient régulièrement. Parmi eux, Sylvia Richterová, Václav Bělohradský, Peter Steiner, qui venait des États-Unis, Karel Hrbišďala. On passait parfois des vacances ensemble en hiver en Italie. Et rapidement, Petre venait chez nous à Bruxelles. Je pense que Bruxelles a joué dans sa vie un rôle extrêmement important. C'était une régulièrement, on passait les Noëls ensemble, beaucoup de vacances, beaucoup de fêtes, les Pâques ensemble. Et à ces séjours à Bruxelles sont liés mes souvenirs personnels, presque intimes, mais je me dis que vu leur caractère parfois humoristique, on peut commencer par évoquer sa personnalité à travers ces quelques événements. Alors l'un qui m'est venu à l'esprit lorsque je pensais à ce que je pourrais raconter de lui, de sa personnalité, où se mêlait d'ailleurs le sérieux et l'humour, c'est ce souvenir avant Noël, lorsque nous sommes allés à la Grande Place de Bruxelles, où il y avait toujours le grand sapin de Noël et la crèche de Noël, où il y avait beaucoup de monde attroupé autour de cette crèche, beaucoup de spectateurs touristes. Et à un moment donné, Petre saute par-dessus la barrière, il court jusqu'à la crèche, où il y avait des vaches, il y avait des moutons vivants, et il se couche aux pieds de Marie et de Joseph en faisant l'enfant Jésus. Alors, c'était assez typique pour lui. Il faisait ces gestes un peu surréalistes, humoristiques, assez souvent d'ailleurs. Événement qui nous a beaucoup marqué. Quelques mots sur sa poétique. L'écriture est extrêmement uniforme. Peut-être vous lisez ses poésies des années 80, vous lisez ses poésies de la dernière partie de sa vie, il y a toujours une unité stylistique. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans sa poésie, c'est également dans ses proses, dans ses essais. On le reconnaît, il a une écriture personnelle très à lui. Mais comment la définir, cette écriture? Je crois qu'il travaille, il s'approche d'un énoncé
par des associations, par des impressions, par des mots qui viennent comme de loin et qui s'approchent vers quelque chose qu'il veut dire, mais il ne le dira jamais. On restera toujours dans une sorte d'image qui nous échappe vers la fin et qui semble nous dérouter. C'est d'ailleurs quelqu'un qui a une poésie et sa prose, je dirais, vraiment déroutante. L'objet n'apparaît plus à la fin alors qu'on l'attend. Il s'approche de lui, mais on ne le découvrira jamais. Et je pense que ce qui est caractéristique pour lui, c'était toujours le mot mystère ou secret, comme s'il cherchait toujours derrière les objets, derrière les choses, mais derrière les images aussi, un objet, quelque chose qui est mystérieux, mais si vous réfléchissez bien, et j'ai passé beaucoup de temps à lire sa poésie, je crois que son plaisir essentiel, ce n'est pas de découvrir le mystère, de le dévoiler. Son objectif, c'est de le créer une atmosphère autour du mystère et il nous laisse quelque part seuls sur le chemin pour le découvrir à travers sa poésie. Et c'est valable aussi pour ses proses. Il y a des allusions, on a l'impression qu'on va apprendre quelque chose, mais il y a des allusions qui nous rapprochent de ce qu'il veut dire, mais il nous laisse seuls sur le chemin pour qu'on le découvre nous-mêmes. Le mot secret, mystère, était pour lui extrêmement important et je crois que dans cette approche poétique, il y a quelque chose de surréaliste. Je vous souvenez certainement que les surréalistes aimaient ce qu'ils appelaient l'objet trouvé. Ils allaient au marché aux puces, ils trouvaient des objets au bord de la mer et ils ne savaient pas à quoi ces objets leur utilité et on le devinait. Et je pense que Petr travaille sa poésie aussi avec ces images un peu trouvées, mais elle ne nous dit jamais ce qu'il y a derrière comme vérité banale, objective des choses dont elle parle. Donc, il y a toujours ce côté mystère qu'il aime, il aime le créer. Jean Gaspard l'a mentionné, je crois que c'était un francophone parfait. Il parlait aussi bien tchèque que français, je pense qu'il n'y avait vraiment pas de différence. Il écrivait dans les deux langues, il se traduisait, on ne sait jamais, il m'a dit, je ne sais jamais si je pense en français et je traduis en tchèque ou inversement. Et même s'il a été extrêmement sévère avec d'autres traducteurs, très rigoureux plutôt, lui-même, quand il se traduisait, quand il transcrivait sa poésie d'une langue à l'autre, je crois qu'il prenait un certain nombre de libertés. Je suis tombé par hasard sur un texte qu'il m'a donné en 1982, et pour ceux qui parlent un peu tchèque, juste 2 vers, nu à vif dans la chair sanglante des briques. Il le écrit après sur sa page dactylographiée qu'il m'a donnée. Nahatý pěkně do živého v krvavém masce cihel. C'est proche, mais ce n'est pas tout à fait identique. Je crois qu'il y a parallèlement 2 discours poétiques en tchèque, en français, et je crois du point de vue du bilinguisme, c'est extrêmement intéressant. Il a été obsédé par l'écriture. C'est quelqu'un qui, je descendais dans la cuisine le matin ou dans le salon, il était là déjà en train d'écrire, il me disait, j'arrive pas à me débarrasser de cette pulsion d'écrire, je dois sans arrêt écrire. Alors, si vous permettez à la fin encore une anecdote, je ne sais pas si j'ai 3-4 minutes. Ça va encore pour quelques minutes? OK. En 1900, je crois, attendez, 1900, je crois 98, on a organisé en Belgique une saison tchèque. Et à ce moment-là, on m'a demandé d'organiser une soirée littéraire. Et c'est la Maison de la Poésie à Namur, ville de Henri Michaud, qui s'est proposé d'organiser cette soirée. Donc, nous sommes arrivés
il y avait Petr, j'ai invité Sylvia Richterova et Václav Jamek. Nous sommes arrivés à Namur en voiture. On a été très bien accueillis. Il y avait plusieurs personnalités de la ville, directeurs, attachés culturels de la ville. On a mangé dans un luxueux restaurant. Et puis, à la fin du repas, et nous nous sommes retrouvés à Namur, dans une ville inconnue. Ils nous ont indiqué le chemin, mais il y avait un énorme brouillard et on ne savait pas très bien où aller et nous nous sommes immédiatement perdus. Petr, fidèle à son caractère, il s'est lancé tout. Et alors, moi, on a trouvé la maison de la poésie où il n'y avait personne. Il n'y avait pas de public, il y avait juste un gardien qui nous a ouvert la porte et puis on s'est dans le brouillard profond. Je cherche Petr Král, j'appelle Petr Král. Il y avait soudain une silhouette d'un monsieur qui s'approche de moi. Je lui demande, est-ce que vous n'avez pas vu un poète tchèque? Et il dit, est-ce que c'est Kundera? Je dis, non, ce n'est pas Kundera, c'est Petr Král. Et on organise une soirée littéraire. Est-ce que vous voulez venir parce qu'il n'y a pas de public? Il a dit, oh, je vais voir ma vous savez, Petr Král, il y a 3 écrivains tchèques et à 3, ils donnent plus que Kundera. Alors, elle a dit, bon, alors, qui nous écoutait, j'ai hésité à organiser cette soirée parce qu'il n'y avait que ce monsieur avec ses... On l'a fait cette soirée et pour ce fallait qui était notre unique public. Donc, Petr a tenu beaucoup à ce que cela, sans votre attention, j'ai 4 ou 5 photos, je ne sais pas si je peux les montrer, dont la photo de la photo de cette soirée, mais je voudrais partager l'écran avec vous, mais je ne sais pas, ça risque de ne pas marcher, j'ai l'impression. Grave. Je crois que ce n'est pas trop grave. Je voulais juste vous montrer ces quelques photos où il y a 3 écrivains devant la salle complètement vide. Bon, dernière chose, je voulais ajouter qu'une partie des archives de Petr Král se trouve à Bruxelles, à la Bibliothèque royale, aux archives et musées de la littérature. Et une partie de ces archives va encore compléter les archives anciennes qui sont déjà ici. Voilà, je vous cède la parole de nouveau. Merci Yann. Alors, on voit ton écran en ce moment. Si tu veux essayer d'ouvrir la photo pour tenter la chose. Le temps que tu l'ouvres, en continuité avec ce que tu as dit, notamment par rapport à cette écriture bilingue de Petr. Et, forcément, les œuvres de Petr posent un problème éditorial intéressant. Il semblerait qu'on a un petit peu des problèmes de connexion. Écoute Yann, je crois qu'on a un peu des problèmes de connexion. On va passer, je pense. Désolé. Je disais que l'écriture bilingue de Petr pose des Ok. L'écriture bilingue de Petr pose des problèmes éditoriaux, forcément, parce que, en effet, les différentes versions de ces textes, il est passionnant de les lire et de les étudier en parallèle, et c'est vraiment une création double. Mais comme souvent chez chez ce type d'écrivains qui écrivent en plusieurs langues, est-ce que c'est une œuvre en 2 langues? Est-ce que c'est une œuvre?
Est-ce que ce sont des traductions? Comment concevoir la chose? C'est une question qui va se poser aux éditeurs qui vont se pencher sur son œuvre à l'avenir. Nous aimerions maintenant vous montrer une autre vidéo, un extrait du film Bye Bye Shanghai de la réalisatrice Jana Bokova, que je salue, que je vois parmi nous, dans lequel Petr Král évoque son exil donc de Tchécoslovaquie en France et son retour de France en Tchécoslovaquie. Skutečné poselství samozřejmě přichází z konce ulice. Přestaň ječet. Bendy, spadneš, na to. Můžu vám pomoct? Ne, mi to není nebezpečí, to je všechno hra. Děkuji. No všecko je hra, to je No, je to hra. Neboj se. On není agresivní. On by si chtěl hrát a ten už se udrží na nohách. Myslím, že bychom byli moudřejší, protože když vidíte ty lidi, jak se k sobě chovají. Já jsem věl naráz prudce, protože jednak tady byli Rusové a jednak se náhle zazdálo, že se rychle budou zavírat hranice, takže jsem věl prostě ze dne na den. Jsem to rozhodl sám za sebe, nebo bylo nás pár, kdo jsme se rozhodli ze dne na den urychleně jakoby vyjet. My jsme měli teda víza na takový výlet do Francie, ale mysleli jsme, že s tím počkáme. A najednou posledního srpna jsme se rozhodli, že vyjedeme a já jsem věděl, že to je na furt. Jako kdybych celý život tajně zkoušel, jako se zkouší na divadelní roli nebo na jedno slovo v tragédii, tak jako bych zkoušel tu větu, kterou jsem odpověděl kamarádovi, který říkal, nejvyšší čas zdrnout. A já jsem říkal, tak jo, ale zítra. A skutečně jsme zítra odjeli a já teda na pořád. To byla doba takových avantgardních všemožných akcí a pokusů a já jsem se rozhodl, že všechny ty fígle toho moderního, toho postmoderního už nebo jakého umění schrnu do jednoho základního gesta a napsal jsem a taky jsem neměl peníze, takže jsem přemýšlel, jak je získat. A napsal jsem do Muzea moderního umění, že jim nabízím nejzákladnější ready-made, takzvaný, který jim můžu nabídnout, totiž
že bych jim odkázal urnu se svým popelem po smrti, jakožto prostě objekt do toho muzea, jakožto výtvarné dílo, když jim Duchamp nabít mušli záchodku, kam občas se chodil vymočit, no tak já jsem jim nabít rovnou teda ten popel. Zapsal jsem jim k tomu, že tam zároveň v tom popelu vlastně byly všechny moje geniální nápady shrnutí na poměrně malý prostor a že jim to v krajním případě jsem ochotný dát zadarmo, ale kdyby byla aspoň malá záloha za života, že bych toho nelitoval. Já jsem to nerozváděl. A ty sraby, protože mě neznali, všude se kádrovalo, že všude byla nutná nějaká protekce, tak mě ani neodpověděli. Jednou toho budou litovat, no ale... Jak jsi tam čím jsi živil? To bylo přece těžký, my jsme měli nějaký stipendium, ale... No, já to pořádně nevím, jak jsem se živil. Prostě to nějak se to povedlo, ale já jsem natolik improvizoval, že už to nedovedu zrekonstruovat přesně. V každém případě jsem teda dělal v té galerii, to si možná vzpomeneš, protože to bylo první, co mě bylo nabídnutého, co fungovalo. A ten majitel a patron té galerie byl dostatečně podivná figurka, abych tam vydržel, protože jak to mělo i jiný výhody, ale ne teda finanční, že jo, protože to bylo jako na konci 19. století bez jakýkoliv pojištění a tak říkají z ruky do huby, denně on mě dával napřed 5 franků, pak 10 a když jsem přišel odpoledne, taky tak 15 nebo takhle nějak. Takže když jsem byl nemocný, tak jsem prostě neměl z čeho si koupit kafe, protože jsem nešel do galerie, tak jsem nesměl být nemocný. To mělo taky smysl, do jistý míry mě to ocelilo. A tak dál, no potom to byly spíš už nějaký články nebo překlady, ale nikdy to nebylo žádný místo. Tam bylo plno překvapení. Počínaje tedy tím charakterem francouzským, respektive hlavně u mužských. Já jsem se doma učil, že mužky jsou galantní a viděl jsem, že oni naopak předbíhají ženský ve dveřích, akorát říkají pardon. Ale neurvale vbíhají do dveří říkne ženský a eventuálně jim pouštějí ty dveře, když jsou lítací jako do čela, ale řeknou pardon, to je pravda, s velmi hezkým úsměvem. A takhle plno věcí bylo prostě jinak, ne úplně na ruby, že proti tomu, co jsem si myslel. A jedna z nich bylo teda, se týkala i toho odhadu počasí. Oni vycházeli v zimě, je pravda, hlavně ty, co vylezali z aut, ale oni všichni se tvářili trochu, jako když vylezají z aut, i když vylezli z metra. A aby to předvedli, tak neměli teda zimník, jenom sako. Sice se třásli zimou, ale tvářili se, že jako je jenom trošku frišno. A aby zakryli, že přitom cvakají zubama, tak cinkali klíčkama, pokud možno od auta. A když to byly klíčky jenom od domu, tak aspoň se tvářili, že to jsou klíčky od auta. První roky to bylo vůbec nejúžasnější, protože jsem opravdu nevěděl, co bude, že jsem čistě jako ponořený do přítomnosti, šplouchal jsem se v ní a patrně na to tak rád vzpomínám, právě proto, že to byla improvizace a že bylo jakoby všechno možné. Jak to bývá v těch, a zároveň, jak víš, ty období toho rozhraní, a já jsem ho dost prodlužoval, to je pravda, já jsem prostě nechtěl, já jsem na té křižovatce se trvával a nechtěl jsem se vydat hned nějakým směrem. A tím to bylo ale slastný, že prostě bylo dlouhé provizorium a v provizoriu je jakýsi štěstí, protože on je zároveň jako plný možností. A když žádnou z nich nezvolíš, tak jako by si byla nesmrtelná. Že? Pak samozřejmě musíš do nějaké ulice z té křižovatky vejít. Se na té křižovatce ukřižuje v tom provizoriu ještě teď. No a nebo pak je možné ještě vybuchnout na té křižovatce do všech stran najednou. To nevím, jak se dělá. No.
ještě taková jako sama o sobě otevřená, tam už se něco zachrývalo v základech, ta stará Francie se chystala zmizet, ale ještě držela jako oblak po výbuchu budovy, drží ještě její tvar chvíli. A já, který jsem tu Paříž neznal předtím, tak prostě pro mě to byla stará Paříž a jednoho dne náhle tím si všiml, že se začala měnit. Nebo že najednou už tam není, že už tam ten oblak si sedl na zem. Změnil se formát obálek například poštovních. To bylo velmi důležité. A pak odešla i pneumatická pošta, což byla jedna z ran v té Paříži. To není možné. To není možné. No, anebo před 7. Ono to utíká. Vlastních stop se nevrací. Do míst možná, ale stop ne. Vždycky jsem šel na to místo, které jsem znal, že jsem tam vložil tu nohu a ona mi uklouzla po tom prachu. Ne moc daleko, o 2 mm, ale ten klouzání v těch pražcích promísený nějakýma s odpuštěnými flusama, to bylo hrozné. Ten skluz byl opravdu strašlivý. Tím jsem zaplatil za tu emigraci hodně draho. Jenom těma skluzama. Pak jsem už nevcházel do vlastních stop a bylo to snažší. No prostě na to už nemyslím. Už nic nehledám, co bylo kdysi. Že? To samozřejmě musí člověk jednotlivě se rozhodnout. Jsi vlastně migroval do jiného města. Já jsem se vrátil do úplně jiného města, než který jsem byl. A tenkrát jsem si myslel, že to je totéž město a ta konfrontace měla tuhle povahu, toho klouzání těch stop. Je remercie Jana Bokova de nous avoir permis de montrer ces extraits. Désolé pour la qualité du son, ce sont les aléas de Zoom et d'Internet. Alors, Jiří Hnilička l'a dit, Alain Roussel ne pouvait pas finalement être des nôtres ce soir, mais il m'a envoyé un beau message dans lequel il écrit quelques évocations, il évoque quelques souvenirs. Si vous le voulez bien, je vais me permettre de le lire en son nom. Pettel, vous le savez, était un homme vivant, rieur, derrière une sorte de mélancolie. Je l'ai rencontré en 1980. Il m'a invité chez lui, reboublié, autour d'un repas que généralement il préparait lui-même. Son épouse de l'époque, Marie-Claire, participait à nos conversations jusque tard dans la nuit. Puis, à partir de 1984 ou 85 jusqu'en 2006, date de son départ pour Prague, nos rencontres, environ 4 par an, prirent des tournures différentes. Son épouse, Marie-Claire, puis Hanka, dînait avec nous, puis elle nous laissait seuls à seuls pour que nous menions jusque 3 ou 4 heures, ce que Pettel appelait des séances métaphysiques. Ce n'étaient certes pas des séances de travail, car le rire, pas l'humour à la française, était constamment présent dans nos réflexions, le quotidien aussi. Par exemple, nous avions conclu que, par leur forme, une bouteille de Bordeaux était masculine et une bouteille de Bourgogne féminine. Évidemment, nous passions en revue certaines subtilités, comme les différences entre un passant, un piéton, un promeneur, un marcheur. Parfois, nous sortions de la nuit parisienne et c'était là que les anecdotes s'avéraient révélatrices. Exemple. Il avait décrit dans son livre sur le 10e arrondissement de Paris le passage Jouffroy, avec au bout l'hôtel Chopin, qui offrait au regard extérieur une rampe d'escalier dont la courbe finale s'harmonisait étrangement
avec l'ovale d'un miroir. Un soir, il me dit « Je vais te montrer ». Nous voici donc devant l'hôtel Chopin. Stupeur, le miroir ovale avait disparu et il y avait à la place un miroir rectangulaire de piètre qualité. Petr alors s'exclame « Tu vois, cela m'arrive souvent. Quand je décris un objet dans un livre, il disparaît. Il passe dans mon écriture. » Petr ne pouvait se contenter d'en rester là. Nous entrons dans l'hôtel. Il appelle le veilleur de nuit et lui demande où est passé le miroir. En raison de travaux, il avait été relégué dans une chambre inoccupée. Petr lui demande alors si on peut le voir. Interloqué, le veilleur accepte et j'ai pu ainsi voir le fameux miroir posé contre un mur parmi d'autres objets. Une autre fois, il devait être 1h du matin. Nous étions au milieu de la passerelle de la Grange aux Belles sur le canal Saint-Martin. À main gauche, il y avait une boutique à peine éclairée par la lumière glauque d'un réverbère. La seule chose vraiment visible dans la vitrine était un mannequin, et Petr, à partir de ce mannequin, avait réinventé un réel plus réel que le réel, et qui était en quelque sorte enfoui dans cette réalité et ne demandant qu'à jaillir. Il y avait aussi chez lui, surtout à l'époque où il écrivait sur le burlesque, des tentatives d'intrusion dans le réel. Ainsi, à Bordeaux, où j'habitais alors, nous promenant par un après-midi ensoleillé de février et discutant paisiblement de choses et d'autres, d'un seul coup, il enlève son manteau et le jette sur l'herbe en le désignant au promeneur, en criant « C'est le cadavre !» Et à mon grand étonnement, les gens regardaient le manteau comme si c'était vraiment un cadavre. Du moins, je le ressentais ainsi. Voilà ce que j'aurais essayé de dire lors de cet hommage. Le destin en a décidé autrement. Amicalement à vous, Alain Roussel. Alain Roussel nous a aussi confié un poème dédié à Petr Král et je vais demander maintenant à Delphine Beccaria de nous en faire la lecture. Bonsoir. Au piéton métaphysique Petr Král, pour sa femme Vanda. Passe le vent, il a emporté l'ami Petr. Ce n'est pas vers les étoiles, celles-ci tu les aimais surtout, tombant au bord d'un toit ou dans une flaque. Il y avait l'épave de la grande ours échouée sur le sommier grinçant du matin, écrivais-tu. Ton paradis était ici comme un léger flottement, parmi les choses en apparence banales, tous ces petits riens de la vie quotidienne dont tu savais déchiffrer le vocabulaire dans d'infimes détails, dont la rencontre créait la surprise. Tu nous as... Je ne peux pas dire. J'ai un petit souci. Excusez-moi. Je suis désolée. Il faut que je sorte du mode plein écran. Excusez-moi. Passe le vent, je reprends tout, excusez-moi. Au piéton métaphysique Petr Král. Passe le vent, il a emporté l'ami Petr. Ce n'est pas vers les étoiles. Celles-ci, tu les aimais surtout tombant au bord d'un toit ou dans une flaque. Il y avait l'épave de la grande ours échouée sur le sommier grinçant du matin, écrivais-tu. Ton paradis était ici, comme un léger flottement. Parmi les choses en apparence banales, tous ces petits riens de la vie quotidienne dont tu savais déchiffrer le vocabulaire dans d'infimes détails, dont la rencontre créait la surprise. Tu nous as d'ailleurs présenté, au fil des livres, les divinités tutélaires de ta mythologie personnelle, dont le pont, la passerelle, la valise, le train, les lavabos, le marché, l'hôtel, la pluie, le vide, l'étoile, le mannequin, le tournant, le topinambour, le rasage, le gris, les coulisses, le barman, à la terrasse d'un café. Ou au cours d'une promenade, ton regard était toujours à l'affût de ces rencontres improbables que tu suscitais. Dans la matière même du monde, entre des objets ou des espaces, la réalité se mettait alors à murmurer, à parler par ses interstices. Et cette rumeur était poésie. Elle ne montait pas vers le ciel, tu as toujours eu en horreur l'emphase, mais elle rôdait dans la ville, souvent au crépuscule et sous tes fenêtres.
C'était une sorte d'atmosphère, avec son poids et son frisson, qui pouvait varier selon les heures et les saisons. Seul le mystère concret du monde t'attirait, pas la merveille qui n'était pour toi qu'un ajout inutile, une parure. Comment pourrais-je oublier le 10 rue Goublier? C'est là que nous tenions seul à seul, jusque tard dans la nuit, nos séances métaphysiques, comme tu disais. Ce n'était pas un atelier d'écriture, tu avais horreur de ça, et je ne saurais décrire ce qui se jouait là. Je sais seulement que toi et moi, nous nous préparions pour le rite, et que notre rire désarçonnerait au cours de nos échanges toutes les postures et les impostures, casserait le verre clinquant de toutes les constructions intellectuelles que l'on croyait définitivement acquises avec la complicité du vitrier qui souvent passait miraculeusement dans la rue vers minuit en criant vitrier, comme il se doit pour tout vitrier digne de ce nom. Mais le réel est en deuil, il a perdu son poète, on n'entendra plus ton pas feutré du piéton métaphysique, même si je sais que te relisant, je referai chaque fois le voyage accompagné de ton rire mélancolique et d'un regard nouveau. Alain Roussel, le lundi 22 juin 2020. Merci. J'aimerais maintenant passer la parole à Pascal Commer, dont je signale ce livre, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, un livre intitulé Petrkral, publié en 2014 dans la collection Présence de la poésie aux éditions des Vanneaux, et qui en fait est une assez importante anthologie de poèmes de Petrkral, précédée d'une brillante, d'une magnifique étude par Pascal Commer de sa poétique. Donc voilà, je le remontre à l'écran, Petrkral, édition des Vanneaux, et je passe la parole à Pascal Commer. Merci. Quelques impressions personnelles bien trop succinctes. Dire tout d'abord mes attaches déjà lointaines avec ce qu'on appelait en ce temps la Tchécoslovaquie, où je suis allé à plusieurs reprises à l'époque où les frontières existaient encore, et cela grâce à l'amitié d'un autre Petr Hérel, de 2 ans le cadet de Kral, un graveur remarquable dont je fis la connaissance en France par l'entremise de l'éditeur typographe Thierry Bouchard, avant que Hérel ne se fixe en Australie, où il réside toujours du reste et avec qui je continue de correspondre régulièrement depuis plus de 30 ans maintenant, tout en réalisant des livres de temps en temps avec lui. Mais cette Petrkral dont je veux parler, me demandant tout de même si la rencontre avec Hérel et à travers lui, avec la Tchécoslovaquie, ne m'a pas préparé à l'accueil et à l'amitié admirative que j'éprouvais assez vite pour Petrkral. Lui, je le rencontrais grâce à la revue Le Mâche Laurier, revue éditée de 1994 à 2008 par les éditions Obsidian, dirigées par François Bodart à Sens, et qui publierait, ces éditions Obsidian, plusieurs livres de Petr, dont un à venir encore. Petr n'était pas présent au premier numéro du Mâche Laurier, mais il a rejoint la revue en 1995, l'année suivante. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés, nous, les Mâches Laurier, comme on nous appelait, chaque trimestre environ pour tenir conseil, préparer le numéro suivant. D'emblée, Petr sut imposer sa voix. Je veux dire qu'il sut parfaitement ajouter à nos concerts de critiques les siennes propres. À la différence qu'il avait assez souvent le don de diriger son attention sur des poèmes que la majorité d'entre nous écartions. Et ça sans tapage, discrètement, mais avec une certaine fermeté dans le propos tout de même, autant qu'une approche critique, qui jamais ne prenait en compte la mode dont il se méfiait à juste titre, mais avec une finesse d'analyse toujours qui lui permettait, après un certain nombre de détours dans le raisonnement, d'attirer notre attention sur certains textes dont il soulignait l'originalité et donc peut-être l'intérêt qu'il y aurait à les publier, ce qui arriva pour certains d'entre eux. D'autant qu'il n'allait pas tarder à remettre en cause le mode de scrutin jusque-là utilisé parmi nous, à savoir qu'un envoi était accepté lorsqu'il recueillait la moitié des voix plus une.
C'est alors qu'il proposa qu'un texte n'ayant pas acquis la majorité, mais soutenu mordicus par 3 ou moins des membres, serait considéré accepté. Procédure qui prit aussitôt le nom d'amendement Krall. Après quoi, on passait aux agapes, joyeusement arrosées, l'occasion pour chacun de donner libre cours à une amitié qui, de trimestre en trimestre, se raffermissait sans cesse pour prendre au fil de la soirée les accents d'une véritable fraternité. Je ne peux alors m'empêcher de revoir Pet dans le jardin de Bodart, souriant, un verre à la main, discutant avec l'un ou l'autre, et quand c'était avec moi qu'on oubliait un peu la poésie, c'était de vin qu'on parlait bien souvent. Le vin avec lequel il avait, comme avec la poésie, le cinéma, la vie, une relation tout en finesse, en élégance, on peut le dire, ne serait-ce que dans la façon qu'il avait d'en respirer les arômes, de chercher à les traduire en mots. Fumait-il encore? Je le crois. Alors, la fumée de son cigare, ces Toscani qu'il coupait en deux et fumait par moitié, se mêlait à celle de ma pipe. J'ai aimé à ce propos que, bien qu'ayant quitté par la suite le clan des fumeurs, il ait pris dans l'un de ses textes leur défense. Car Pet, c'était aussi cela. Cette manière d'homme libre qui n'aboie pas avec la meute, une attention aux minorités en quelque sorte, ou disons à l'homme seul contre tous. Étranger qu'il était à la bien-pensance, aussi bien qu'à la pensée toute faite, sans plus insister d'ailleurs, ni se lancer dans des théories fumeuses, non seulement un trait d'ironie aux lèvres. Alain Roussel, autre proche de Pêtre, a raison d'insister sur son rapport au réel. Cela est particulièrement lisible dans les poèmes de la vie privée, par exemple, mais pas seulement. En fait, chaque poème est pour Pêtre le lieu d'une approche de ce qu'on n'approche jamais en réalité. Cette ligne d'horizon qui revient si fréquemment dans ses poèmes, approche qui ne peut se faire qu'à travers une attention minutieuse aux éléments qui jalonnent le parcours. Parcours bien réel ici qui découle d'une marche effective dans la ville, Pêtre étant l'un de ces piétons qui traversent la poésie, on pense en France à Fargue, Réda, Yves Martin, d'une marche effective ou d'un temps passé sur une chaise en terrasse, à regarder, je dirais bien scruter ce qui a lieu autour et qui n'a rien de grandiose, mais n'en est pas moins plein de signification. D'où l'importance accordée aux moindres détails, aux objets usuels la plupart du temps, aux enseignes des boutiques, aux gestes qui s'y exécutent, avec une mention spéciale pour ceux des coiffeurs, comme de tout ce qui se rapporte aux soins du visage notamment. Il faudrait alors parler, outre un souci d'élégance, perceptible dans sa personne d'abord, ce qui se voit autant que ce qui ne se voit pas, mais qu'on devine, de la présence du corps dans son approche du monde, cette part d'érotisme qui imprègne son écriture, d'où cette façon de tirer des fils comme pour rejoindre dans les mots ceux qui sans cesse s'éloignent, se refusent. Comme dans ce poème écrit à la suite de la visite d'un ami, les derniers vers, soulagé quand même, on conclut par un signe bref vers le wagon, la vitre que l'ami déjà dedans se hâte de baisser, avant de voir, avec le train qui l'enlève, le monde entier reculé vers le fond. Saluons au passage l'art de la chute, ce coup de ciseau qui interrompt brusquement la rêverie pour la prolonger d'une toute autre manière, non sans laisser derrière elle cette part de jour qui tarde à tomber. De là qu'il faudrait parler de cet entre-deux si fréquent dans la rêverie de Pêtre, du goût qu'il éprouve pour le crépuscule, pour le gris aussi, et comment ne pas évoquer Prague alors, où me revient subitement une lecture que nous avions faite ensemble à l'Alliance française. Le gris qui n'est pas la grisaille, mais une couleur en soi avec ses éclats, ses propres vibrations, aussi bien qu'une attitude, si ce n'est pas une façon d'être au monde. Si ces poèmes puisent dans le passé, évoquant telle ou telle période ou circonstance, tous, me semble-t-il, prennent racine dans une expérience propre. En ce sens, Pêtre n'invente rien, son invention est ailleurs, il tire les fils d'une mémoire toujours réactualisée dans le présent et qui lui dicte un en avant permanent. Pas question de s'arrêter, de stagner,
à la différence des foules qu'il traverse plus qu'il ne s'y mêle, d'où un mouvement permanent qui rythme le poème avec ses coupes toujours surprenantes, voire audacieuses, comme le sont par ailleurs ses images, je pense, de vers le monde, de tout son poids s'obstine à peser sur son cœur gras, muscle belge. Superbe. Le vers chez lui tirant fréquemment sur la prose, ce qu'il n'est pas, jamais, mais un mixte en quelque sorte, qui tord et électrise un swing particulier, tout à fait reconnaissable du reste, et particulièrement dans les poèmes longs où chaque séquence introduit une sorte de plan cinématographique, empruntant à l'art de l'image qu'il maîtrise parfaitement, ces allers-retours permanents propres à cette technique du travelling qui donne à la durée de l'instant une fulgurance telle, renvoyant dans un ailleurs inaccessible ce qui nous toucha si fort un instant, quoique les poèmes de Krahl, tournant le dos à ce qu'on appelle ordinairement le poétique, ne cherchent pas à séduire. Ils nous atteignent d'une toute autre façon et durable, ô combien. Voilà. Un grand merci. Tout à l'heure, dans l'extrait du film Bye Bye Shanghai, Peter Krahl parlait d'improvisation dans les choix de sa vie. Il y aurait une parallèle à faire avec le jazz, avec le swing que vous mentionniez. Et un autre des domaines importants, bien sûr, pour Peter fut le cinéma. Comment dire, qu'il a autant passé son amour du cinéma à travers ses essais ou ses textes critiques, autant en effet on retrouve certains rythmes ou une certaine sensibilité pour les tonalités du gris, justement, propre au cinéma aussi. Nous avons commencé par un poème de Pett. J'aimerais terminer avec une lecture d'extrait d'un texte de Peter Krahl qui s'intitule « Projection privée » de 1985, qui se situe entre l'essai et entre la prose poétique, avec un lien fort au cinéma, justement. Et nous avons pensé accompagner cette lecture d'images, correspondant plus ou moins, ou en tous les cas entrant en dialogue avec le texte. Je vais demander à Eliška de lancer la vidéo. Projection privée. Rien n'est plus suspect qu'une histoire officielle, qu'il s'agisse d'une histoire du monde ou d'une histoire du cinéma. Nous nous sommes toujours dit, mes amis et moi, que la véritable histoire n'était constituée que d'éléments secondaires, publicité, coupures de presse, chansons populaires, blagues et biographies de toutes sortes de fous et de marginaux. De même, la véritable histoire du cinéma commence une fois que ses chroniqueurs officiels ont fermé leur bouche. Sans aucun rapport avec les dates et les abstractions qui jonchent leurs livres, elle est simplement la somme idéale des impressions personnelles que le cinéma a inspirées dans ses spectateurs, dans tous ceux qui, ne serait-ce qu'une seule fois, furent présents à la projection d'un film. La singularité de ces impressions est tout ce qui compte. En ce sens, l'histoire du cinéma commence pour chacun de nous avec notre première visite d'une salle obscure. Quant à moi, j'ai toujours regardé les films sous ce jour, celui du mystère qu'ils peuvent ou non offrir à ma rêverie personnelle. Tout en haut d'un palais, à propos de Nice de Vigo, de grands rideaux de lin, semblables à des drapeaux, flottent comme dans la brise d'un véritable été. À l'automne, tombant d'étagères surchargées,
De vieux livres s'attardent parmi les feuilles mortes éparpillées le long des couloirs de la chute de la maison Usher dans le film de Jean Epstein. Dans un plan du mécano de la générale de Keaton, un officier commandant un convoi militaire affirme avec dédain que son train n'aura aucun mal à traverser un pont de bois. Celui-ci tiendra. Dans le plan suivant, alors que le train s'avance dessus, le pont s'effondre sous nos yeux. Pour les seules exigences de ce gag, Keaton n'a pas hésité à acheter une vraie locomotive. Et comme sa récupération ne pouvait entrer dans le budget, une fois le film achevé, elle fut abandonnée au cœur de la forêt. Il me plaît d'imaginer cet engin, uniquement vu sous forme de silhouette à l'écran, dans toute sa matérialité, comme au fil des années il apparut à chaque aube, un énorme catastrophique tas de ferrailles enchevêtrées et tordues, couvert de rouille et de givre. Qui sait, il y est peut-être toujours. Je ne sais pourquoi, mais pour moi, le vélo est parmi les plus mystérieux et les plus photogéniques des objets. Si je n'ai pas pu me résoudre à aimer les diamants de la nuit, je crains que ce soit à cause de ce mystérieux flashback dans lequel un vélo immobilisé, dépassant spectralement de la porte qui est sur le point de la vallée, est tout ce qui peuple une vieille rue sans charme. Que dire alors de Butch Cassidy, dans lequel le vélo joue un rôle aussi important? J'en fus d'autant plus fasciné qu'ici, le vélo est lié à une idylle à trois, comme dans Jules et Jim, ce qui fait résonner en moi une note presque mythique. Quand la nécessité de décamper met un terme brutal à cette idylle, et que les trois protagonistes, quittant la cabane dans laquelle ils l'ont vécu, prennent également congé de leur vélo en le livrant à des broussailles bleues, j'ai failli avoir les larmes aux yeux. En soi, élégie sublime à la gloire du printemps, au cours duquel la scène se déroule, ce départ est aussi l'épilogue déchirant de tout un âge d'or, et pas seulement de mon propre âge vert. Ces roues de vélo ont pour ainsi dire toujours tourné pour moi, et bien au-delà des limites de l'écran. Un dimanche à Toronto, nous sommes, malgré un temps splendide, cloîtrés dans un cinéma toute la matinée pour y faire le ménage. Imaginez donc ma surprise de découvrir dans la pénombre une plaque dorée sur un siège, disant qu'un inconnu l'avait dédiée à la bicyclette de Butch Cassidy. Bien plus tard, je racontai cette histoire à des amis au cours d'un dîner. Après avoir mangé, nous écoutâmes le message enregistré sur bande magnétique que mon meilleur ami, ayant justement conçu une triade de courte durée avec ma compagne du jour et moi, m'avait envoyé de Prague. À la fin de la bande, on entend notre ami arriver à bicyclette, traversant le jardin sous le balcon où P est en train d'enregistrer. Il commente ensuite « La voilà qui arrive sur son vélo Butch Cassidy ». Dans Une femme à sa fenêtre, un révolutionnaire professionnel, temporairement sous la protection d'une femme riche, attend dans un jardin d'être présenté au propriétaire des lieux. Avant l'arrivée de celui-ci, il parcourt du regard les environs, dans le silence d'un beau matin de juin, se brisant sans hâte sur une pelouse par endroits encore endormis, où des plis d'ombre font place à des zones plus limpides. Paradis potentiel mais interdit, le jardin, traversé par le sentier sur lequel se tient notre héros, bâille comme un abîme. Et non seulement parce qu'il représente un luxe que l'homme s'apprête à détruire. Son silence est le mystère du monde lui-même, presque à portée de main, mais en réalité aussi inaccessible à un militant révolutionnaire ou à tout homme d'action qu'à celui qui, à l'inverse, ne pense qu'à la jouissance. À moins que, perçu avec d'autant plus d'acuité qu'il est éphémère et oblique,
pareil matin ne puisse être vécu pleinement que dans sa rencontre avec l'homme d'action. Karel Vachek n'a fait des documentaires que parce que ses projets de vrais films semblaient trop délirants. Sa vision n'est pas celle d'un journaliste mais d'un poète, scrutant chaque chose avec un œil intérieur. Il en va de même en 1968 lorsque, filmant les événements politiques du début du printemps de Prague, il aborde les hommes d'État qui en furent les techniciens. Intéressé moins par son discours que par les mains d'un orateur jouant nerveusement avec un morceau de pain, surprenant le Premier ministre dans un vestiaire, ôtant son chapeau et parlant d'égal à égal avec les employés. En regardant une de ces vedettes de cinéma telle que filmée par Vachek, j'eus soudain une révélation. Mais c'est un salaud, un traître! En juin, lorsque le film fut projeté, la réputation de Gustav Husak était encore intacte. Comme une âme bienveillante s'empressa de m'en informer. Ce n'est qu'au lendemain de l'invasion soviétique qu'il se montra sous ses vraies couleurs, celles que l'œil du poète seul avait su révéler à l'avance. Dans Le Mécano de la Générale, Keaton donne à sa fiancée une photo de lui-même posant devant sa locomotive. Face à cette image à l'intérieur d'une image, l'écran se creuse pour moi d'un gouffre. Le personnage aurait-il donc une autre vie, au-delà de celle que montre le film, où il serait libre par exemple de se rendre chez un photographe? Plus elle cherche à donner de la réalité à la fiction, plus cette photo est irréelle, vertigineuse. En même temps, elle devient un objet poétique dont le mystère dépasse les limites de l'écran. Il fut un temps où j'en fus obsédé au point de l'extraire littéralement de l'écran. Je fis faire une nouvelle image encadrée de ce détail, afin qu'il puisse retrouver sa place dans le réel. Malheureusement, j'avais oublié une chose. Ce n'était plus alors une image dans une image. Elle était vouée à perdre une grande partie de sa magie. Une comédie tchèque, l'immortel La bourse ou la vie de Voskovec et Verech, offre un autre exemple fascinant de document fictif. Au début du film, les personnages incarnés par ce duo de comiques, réunis après s'être longtemps perdus de vue, hors leurs années d'école commune. Alors, on les voit brièvement assis sur leur banc d'écolier, dans un plan tellement dégradé et éphémère, un vieux film en noir et blanc, qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un vrai documentaire. Sa fausseté est aussi incertaine que son authenticité. En effet, les deux comiques n'avaient-ils pas fréquenté la même école jadis? Quand, au début du dernier tango à Paris, le personnage de Brando est interrogé par sa belle-mère sur le suicide de sa femme, l'acteur, frappant la porte de son poing, répond dans son français bancal « Pourquoi on se tue? On ne savait pas. » C'est cette erreur qui traduit l'état d'esprit troublé du héros, prêtant simultanément une véritable fascination à la fiction. Il va sans dire que la version doublée ne porte aucune trace de cet accident. Lors d'une projection du documentaire de Ruttmann sur le Berlin de 1927, je crus reconnaître dans un passant anonyme, marchant dans une rue tout en jouant au yo-yo, le célèbre vampire de Düsseldorf qui allait inspirer à Lang cet autre chef-d'œuvre, M. le Maudit. À un autre moment du film, une jeune femme vêtue de blanc s'arrête brusquement, de profil, près de la caméra, au milieu d'une rue animée, et attend que l'homme qui l'accompagne ait allumé sa cigarette. On ne verra jamais son visage. Imprégnée de l'ombre de son chapeau, également blanc, elle se détourne obstinément du public, vers une artère
littéralement inondé par le soleil d'un jour qu'on devine superbe et dont on peut presque sentir par soi-même la caresse insistante sur la peau de la femme. La fameuse cigarette allumée quelques secondes plus tard, la foule engouffre la femme et son partenaire comme une vague de néant. Cette apparition, simple silhouette sous un chapeau inoubliable, compte parmi mes souvenirs érotiques les plus troublants. Dans un autre rêve, je parle confidentiellement avec Keaton. Ravi de la voir face à moi, plus beau, plus proprement rasé, noir et blanc que jamais, je suis étonné, et je m'en excuse, de ne pas avoir réalisé que ce que j'avais pris dans le forum en folie pour son visage de vieil homme n'était en réalité qu'un chef-d'œuvre de maquillage. Keaton est à jamais entièrement de ce monde. Et en tenue civile, il conserve le visage cristallin de ses premiers jours. De façon générale, c'est en vieillissant, semble-t-il, que les films témoignent de l'un de leurs plus grands atouts, celui de nous faire voyager miraculeusement dans l'espace réel d'un autre temps. La fiction dramatique elle-même finit par rejoindre cet espace à la manière d'un ancien documentaire. Ne témoigne-t-elle pas de sa période, à certains égards malgré elle, jusque dans son artifice? Ce qui m'a vraiment satisfait dans Mélodie en sous-sol, ce n'est pas seulement que le récit policier prend peu à peu l'apparence d'un rêve angoissant, c'est que son réalisateur soit parvenu à montrer un profond sens du réel, même dans les passages oniriques. L'avancée de Delon à travers le conduit de ventilation du plafond d'un casino, les liasses de billets remontant une à la surface d'une piscine jusqu'à la recouvrir entièrement. Un détail en particulier semblait illustrer ce sens du réel, gage pour moi d'une vision authentique. Nous sommes à l'intérieur d'un garage, lorsque, de l'extérieur, quelqu'un martèle les lattes du store de métal. Un ami du garagiste, joué par Delon, vient à l'appel. Le cadrage se recentre sur le store, que l'on relève alors. À cet instant, Delon, sur le point d'entrer, met à terre le pied qu'il reposait, semble-t-il, sur le petit anneau servant à fixer le store au sol. Ce détail en apparence inutile, ce que ferait quiconque attendant devant pareil store, est bien plus que simplement juste. Il révèle un respect du réel, sans lequel il n'est ni imagination, ni sensibilité. Je vous remercie pour votre attention. Nous aimerions, pour finir, vous signaler quelques actualités éditoriales en lien avec Peter Král, bien sûr. Et je vais peut-être commencer par passer la parole de nouveau à Pascal Commer en lui demandant de nous présenter rapidement le dossier que la revue Secousse prévoit de dédier à Peter Král. Oui, alors la revue Secousse est née, quelques mots sur la revue, est née un an après l'interruption du Mâche Laurier. Elle est éditée comme le Mâche Laurier par les éditions Obsidian à Sens, François Bodart en est le directeur de publication. À lui est adjoint un conseil littéraire composé des membres du défunt Mâche Laurier, auquel rejoint par quelques nouveaux venus, dont Gérard Cartier, qui en assure la coordination. Secousse paraît en ligne, à la différence du Mâche Laurier, avec une périodicité de 3 numéros par an. Le premier sort en juin 2010, les autres suivront jusqu'en juin 2017, soit 22 numéros parus sans compter les numéros spéciaux. Après quoi la revue abandonne son rythme régulier
et puis elle se réserve le droit de paraître quand elle l'entend, généralement sous forme de numéro d'hommage à quelques poètes amis dont elle se sent proche, donc ainsi jusqu'à maintenant Bernard Vargafti, Claude Esteban, Franck Venaille et maintenant Pet Kral. Alors que le Mach-Laurier avait pour ambition d'affirmer la place du poète et par là d'illustrer le vers français contemporain, ce Cous a une visée beaucoup plus vaste, tentant d'en prendre part au débat qui agite les formes de l'art aujourd'hui, ce qui en quelques mots revient à tenter d'agiter mieux l'écriture contemporaine en nous agitant nous-mêmes. Chaque numéro comporte une centaine de pages, à l'écran, soit presque le double selon une mise en page papier, et tourne autour d'un thème choisi pour son rapport à la langue, généralement les mathématiques autour de la personnalité d'Évariste Galois, la langue du théâtre, la folie, littérature et cinéma, la science-fiction, la mode, langue et mimésis, littérature et informatique, la traduction, etc. Ou pour ce que le thème a à nous dire de l'aujourd'hui, le désert, l'hôpital, quand il ne questionne pas la question, comme disait Prévert, avec un dossier « La poésie est-elle réactionnaire ?» Autre dossier plus inattendu qui aurait plu à Pêtre, la mouche. Chaque thème donne ainsi lieu à un entretien nourri avec une personnalité impliquée dans le sujet, écrivain ou non. Sinon, la revue donne à lire des poèmes, dont certains en traduction, à signaler que Pêtre, bien sûr, bien que ne faisant pas partie de l'équipe de la revue, apparaît dans plusieurs de ses sommaires avec des poèmes. On y lit aussi des textes en prose, des essais, des notes de lecture, des chroniques sur le théâtre et le cinéma notamment, ou d'autres formes de l'art, etc. Et enfin, un cahier de photographie avec présentation du photographe retenu accompagne chaque numéro. Alors, pour ce qui est du numéro consacré à Pêtre, il contiendra des contributions dues aux membres de ce Cous qui l'ont connu et fréquenté au temps du Mach-Laurier, François Bodard, Pascal Boulage, Jean-Claude Caher, Christian Doumet, Bruno Grégoire, Patrick Maury, Gérard Noiret et moi-même, ainsi que des contributions d'amis poètes, Alain Joubert, Georges-Henri Morin, Alain Roussel, on l'a entendu tout à l'heure, Valérie Rousseau, Sanda Voïka, Pierre Vandrepot. Pêtre, quant à lui, sera présent d'abord dans un texte de Michel Simon sur les rapports de Pêtre et du cinéma, puis par quelques-uns de ses propres textes, autobiographie traduite par Jean Gaspard, Le jeu des questions, La chair des images sur le cinéma encore, ainsi que par ses derniers poèmes. Présent aussi par l'entretien qu'Anne Segal avait réalisé pour Télérama, ainsi que par un album de photos, et le texte d'Adieu de Vanda. Ce numéro donc doit être mis en ligne vers la mi-juin, à la date qui correspond généralement au marché de la poésie, place Saint-Sulpice. Pour y accéder, il suffit de taper « Revue Secousse » et on y arrive. Ce sera le numéro 25. Oui, merci. Je viens de mettre dans le chat le lien de la revue. Oui. J'aimerais signaler rapidement quelques autres publications encore. Une étude sur la poétique de Pet Kral que j'ai écrite, qui paraîtra prochainement dans le prochain numéro de la revue Poésie. Un beau texte de Xavier Galmiche dédié à Kral, prévu en juin dans le prochain numéro de la revue Place de la Sorbonne. Et en ce qui concerne la poésie de Pêtre, je signale deux de ses dernières publications en français, le recueil de poésie Déploiement, paru l'an dernier aux éditions L'Urlure, et le recueil de poésie Ce qui s'est passé, paru il y a 3 ans, je crois, aux éditions Le Réalgard. Je vais vous mettre les liens correspondants dans le chat aussi. Apparaître son dernier recueil, Distance, aux éditions Obsidiane, l'année prochaine, en mai, a priori. Je vois qu'il nous reste 5 minutes par rapport au temps qui nous était imparti. Je me tourne vers les participants de la soirée, s'ils ont des commentaires ou des
des commentaires à ajouter. Sinon, je me tourne aussi vers le public. Je vois parmi nous ce soir d'autres personnes qui ont bien connu Pet. Voilà, c'est peut-être l'occasion, si vous souhaitez prendre la parole, soit voilà, par un souvenir, un commentaire, réagir par rapport à ce qui a été dit ou non. C'est l'occasion. Si personne ne souhaite prendre la parole, je vous propose de rester sur ces images, sur ces impressions, sur la musique et la justesse du texte de Petr que nous avons entendu. Et je vous remercie d'avoir été là avec nous ce soir. Et je salue aussi l'épouse de Petr, Vanda, qui est parmi nous aussi. Jiří, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour conclure. J'étais prêt à ça parce que je croyais que une soirée comme ça n'est pas besoin d'une conclusion. Merci notamment. Peut-être annoncer ton intention d'organiser une seconde soirée dédiée à Petr Král en juin au moment de la parution du dossier de la revue Secousse. Et tout à fait, c'est une très bonne idée. Je vais juste dire que je remercie aussi à tous les participants, aussi bien du Centre tchèque pour le soutien technique ou pour son engagement pour l'organiser, à tous les participants aussi qui n'ont pas pu venir malheureusement, et surtout à toi, Jean-Gaspard, pour soutenir cette idée dès le départ. En fait, ça me fait vraiment plaisir qu'on a pu le réaliser comme ça, et j'ai beaucoup aimé cette approche qui finalement a bien évoqué tout un univers poétique qui donne envie de revivre, redécouvrir et de nouveau nous y perdre. Et comme tu dis, j'ai peut-être beau me répéter, mais le plaisir, ce serait de nous retrouver tous ici au Centre tchèque, ce qui ne permettrait pas, bien évidemment, ton déplacement ou le déplacement des autres depuis Prague. Mais en tout cas, j'espère en mi-juin pour la sortie de la revue Secousse que tu as annoncée ici en présentiel avec un verre, du vin ou une petite bière pour la fin. Donc voilà, belle soirée à tout le monde et bien évidemment merci aussi le Centre tchèque et notamment le printemps de poète de créer des occasions comme ça. Donc au plus tard, le prochain printemps au Centre tchèque, voilà, à la fin peut-être. Un grand merci à Pascal, à Yann, à Delphine, à Aleška, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation de soirée. Merci, au revoir. Merci.